Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'accord de paix conclu en septembre 2018 tiendra-t-il au Soudan du Sud? Eh bien, le chef rebelle Riek Machar est arrivé ce vendredi à Djouba où il s'est entretenu avec le président Salva Kiir sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. 5 ans de prison ferme en Guinée. Le parquet a requis ce vendredi devant un tribunal de Conakry la peine maximale à l'encontre des initiateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Et puis se fédérer pour mieux impacter, telle est l'ambition de la société civile congolaise qui vient de se doter d'un siège dans le 3e arrondissement Poto-Poto. Il a été inauguré ce vendredi par le préfet de Brazzaville. Mais avant de développer ces titres, au Mozambique, la commission électorale a commencé à publier ce vendredi les résultats partiels des élections présidentielles et législatives du 15 octobre. Résultats qui donnent une large avance au président sortant et au parti au pouvoir. Un non-événement pour la Renamo qui a appelé ce samedi à l'annulation du scrutin et à la tenue de nouvelles élections. Le principal parti d'opposition accuse le gouvernement d'avoir violé un récent accord de paix en recourant à la violence lors de ces élections générales. C'est un grand pas, même si le chemin est encore long. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé à Djouba ce samedi pour tenter de sauver l'accord de paix. Il s'est entretenu à huis clos avec le président Salva Kiir. Une rencontre qui intervient à quelques jours de la date butoir pour former un gouvernement d'union nationale dans lequel Riek Machar doit occuper la fonction de premier vice-président. On fait le point tout de suite avec Ange Bijouno-Megno. Riek Machar est de retour au Soudan du Sud. Le chef rebelle soudanais est rentré à Djouba ce samedi 19 octobre pour tenter de sauver l'accord de paix déjà fragile. Un nouveau tête-à-tête a eu lieu entre les deux protagonistes de la crise, alors que la date butoir fixée à la mi-novembre pour former un gouvernement est déjà proche. On se dit que les autorités sont suffisamment conscientes de ce que la situation actuelle n'étant pas sereine. Il faut plutôt s'engager vers un apaisement total pour que les belligérants puissent mettre un peu d'eau dans leur moulin, dans leur vin, pour que seule la paix prévalent. Plus d'un an après la signature de l'accord de paix au Soudan du Sud, son application tarde à se réaliser dans le pays. Une forte baisse des combats a été enregistrée, mais le cantonnement des combattants et leur intégration dans une armée unifiée n'a pas connu de progrès. Les acteurs politiques et de la société civile actuelle prennent une résolution à s'engager pour la paix. Ce sont les dispositions d'abord de la classe politique. La seconde solution maintenant, c'est de respecter les recommandations de l'ensemble des processus de pourparlers qui ont été engagés, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau international. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait plus de 380 000 morts et plus de 4 millions de déplacés. Au Togo, l'opposition a d'ores et déjà les yeux rivés sur 2020. L'Alliance nationale pour le changement tient depuis ce vendredi à Lomé un congrès ordinaire pour désigner son candidat à la prochaine présidentielle. Plusieurs autres formations politiques y ont été conviées avec l'idée de faire bloc pour déminer le processus électoral. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a profité de cette occasion pour inviter le président Faure Gnassingbé à ne pas briguer un 4e mandat. Notons que la prochaine présidentielle togolaise devrait se tenir au premier trimestre de l'année 2020. En Guinée, le parquet veut la peine maximale dans un tribunal placé sous haute protection policière. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a requis ce samedi 5 ans de prison ferme contre les principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Manifestations qui ont déjà fait une dizaine de morts, 70 blessés par balle et donné lieu à de nombreuses arrestations. Les prévenus sont des
des dirigeants du Front national pour la défense de la Constitution, dont l'appel à la contestation a été assimilé à un appel à l'insurrection. Les avocats de la défense s'insurgent. Le tribunal rendra son jugement le 22 octobre prochain. On écoute à ce propos Maître Alimato Camara. Nous ne reconnaissons pas cet ordre juridique. Pour nous, cet ordre juridique n'a aucun fondement, aucune base légale. En ce 21e siècle, en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. À mon avis, je pense qu'il va falloir que nous, dans nos plaidoiries, que nous le réitérons et que toute l'action du FNDC est basée sur le respect de la Constitution du 7 mai 2010. Le 21 janvier 2020, c'est la date retenue pour la tenue des élections législatives aux Comores. Le président Azali Assoumani l'a annoncé par décret ce samedi 19 octobre. Et c'est dans cette perspective que le chef de l'État a décidé d'engager une série de concertations avec les partis et personnalités politiques au palais présidentiel afin d'adopter une démarche consensuelle pour ces scrutins. Il a notamment exhorté les partis de sa mouvance à battre campagne sur les réalisations telles que la construction des routes, des grands projets d'infrastructure ou encore la relance de l'énergie. Dans le reste de l'actualité, les voyants économiques tournent au rouge en Afrique subsaharienne. Le taux de croissance moyen ne devrait pas dépasser 3,6% en 2020, bien loin des 5% réalisés au cours des années 2010. Alors comment l'expliquer? Ange Bijou-Nomenyo nous apporte quelques éléments de réponse. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont unanimes. D'ici 2020, le taux de croissance de l'Afrique subsaharienne devrait connaître ralentissement. Les raisons liées à cette baisse sont dues notamment aux tensions commerciales dans les échanges internationaux et à la lenteur des réformes intérieures des pays africains. Le taux de croissance moyen ne devrait donc pas dépasser 3,6% en 2020, bien loin des 5% réalisés au début des années 2010. Le paradigme de l'extraversion de l'économie africaine est une réalité. Le paradigme de la dépendance de l'économie africaine est une réalité. Mais maintenant, la question, c'est la combinaison des facteurs. La question, c'est la collaboration entre les institutions africaines. La question, c'est celle de l'intégration régionale. La question, c'est celle de la mobilisation des énergies. Selon l'Agence internationale pour le développement souverain, la prospérité économique de l'Afrique doit passer par une réduction de sa dépendance envers les institutions financières internationales. Cela devra se traduire par un accès aux marchés internationaux de capitaux, un investissement colossal dans les infrastructures et un développement du secteur privé local. Le développement de l'Afrique va se faire avec les partenaires étrangers, mais le développement de l'Afrique doit se penser de manière endogène sur le continent africain. Cela touche nécessairement à la manière dont on revoit fondamentalement la gouvernance. Le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Éthiopie sont les pays qui ont connu une progression en termes de croissance au cours de l'année 2019. Grâce à la zone de libre-échange continentale et une meilleure gouvernance, la croissance moyenne de la zone devrait croître de 1%. La société civile veut se faire entendre en République du Congo. C'est ainsi que la maison de la société civile a été inaugurée ce vendredi 18 octobre à Brazzaville. Il s'agit d'un cadre de réflexion qui aura pour vocation de former l'ensemble des leaders des ONG et associations pour une répartition des tâches sur toute l'étendue du territoire. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. La société civile congolaise veut renforcer son cadre de réflexion, d'analyse et de mutualisation des efforts, d'élaboration des stratégies et des documents communs pour faire entendre de façon solidaire le point de vue de ses membres. Les acteurs de la société civile, selon les observateurs, devraient être véritablement des acteurs stratégiques censés appuyer, accompagner l'État dans l'œuvre délicate de construction et de développement du pays. Quand on dit société civile, on parle de l'ensemble des forces vives de la nation. Mais il peut arriver que ces forces vives de la nation ne soient pas organisées, ne soient pas structurées. Ces organisations ont besoin de bien maîtriser leur domaine de compétences, d'avoir les atouts qu'il faut pour travailler avec beaucoup de professionnalisme.
La République du Congo compte plusieurs associations de la société civile à travers le pays. La volonté de créer un espace multidimensionnel dédié aux organisations de la société civile a conduit le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales à créer la toute première maison de la société civile. Celle-ci a été inaugurée par le préfet de Brazzaville ce vendredi 18 octobre 2019. La maison de la société civile se donne pour vocation de former l'ensemble des leaders des ONG et associations pour qu'on se répartisse des rôles et des tâches dans l'ensemble du pays et arriver à éveiller la conscience nationale pour que tous commencent à devenir des acteurs de développement, quoi que nous soyons. Située dans le quartier OCH, dans le 3e arrondissement Poto-Poto, la maison de la société civile est dotée de 2 salles de réunion d'une capacité de 20 personnes, d'une salle polyvalente pour la tenue des séances d'information et de formation avec une capacité d'accueil de 70 personnes. Sa bibliothèque sera ouverte au public avec un fonds documentaire de 5000 ouvrages. En 2013, la Côte d'Ivoire a voté une loi interdisant la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Une loi qui n'est visiblement pas respectée puisque 6 ans plus tard, les rues sont encore jonchées de sachets. Fort de ce constat, eh bien, les autorités tentent une nouvelle approche, une approche qui devrait intéresser plus d'un. Explication dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, pour mieux lutter contre la pollution plastique, les autorités viennent de fixer à 500 francs CFA le kilogramme des déchets plastiques. Le prix pratiqué jusque-là est compris entre 100 et 200 francs CFA le kilogramme. Par exemple, cette usine située à Trècheville, à Abidjan, recycle les déchets depuis 1996 et trie par jour 80 tonnes, mais reste confrontée à l'étroitesse du marché. On nous trouve les débouchés pour les éléments triés qui doivent être révalorisés. Parce que ces déchets sont en ville, ils sont là, ils ne peuvent pas disparaître. Et il faut tout faire pour trouver un moyen pour les faire disparaître. Selon les données, Abidjan produit par an 280 tonnes de déchets plastiques, dont seulement 5% sont recyclés. Les 90% restants jonchent ça et là, caniveaux, rues et bien d'autres lieux. Et pourtant, depuis 2013, une loi interdit la production, la commercialisation et l'utilisation de ces sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Le constat, il est amer. Vous allez dans le salon lambda d'un Ivoirien, vous allez vous rendre compte que le sachet plastique est confortablement installé. C'est ça la triste réalité. Parce que figurez-vous qu'un sachet plastique peut mettre 100 ans, 200 ans avant de se dégrader. En rappel, les autorités ivoiriennes évaluent la viabilité économique du secteur du recyclage à 20 milliards de francs CFA avec à la clé la création de 10 000 emplois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.